Pourquoi le mouvement Brat incarne-t-il tout l'échec et toute la problématique des contre-cultures dans la mode, mais aussi dans la société d'aujourd'hui? Bienvenue dans mon TED Talk. Je suis trop contente de revenir avec cette vidéo que je voulais tourner à l'origine en septembre, à la fin du Brat Summer. Or, le temps a passé, j'ai pas eu le temps, et puis vendredi dernier sort la réédition de Brat and It's Completely Different but Also Still Brat, avec un featuring par son. Il y a beaucoup de choses à dire sur Brat, qui est donc un album qui est sorti en juin 2024 par Charli XCX et qui a peuplé nos imaginaires ces derniers mois. En tout cas, je trouvais ça intéressant de parler pas seulement de l'album dans cette vidéo, de sortir un peu de l'album que je trouve excellent. D'ailleurs, la réédition, moi je la savoure là. Il y a eu ce mouvement un peu culturel et j'avais beaucoup envie d'en parler parce que je pense que si Brat fait autant parler de lui en tant qu'album, c'est parce qu'il cristallise plein de problématiques très contemporaines de ce qu'on attend d'un artiste, ce qu'on attend d'un objet culturel, comment on a envie de l'investir et de nos propres paradoxes en fait. Et donc je pense que ça va être une vidéo très longue, donc armez-vous soit de patience, soit d'un café, soit d'un paquet de chips. J'ai voulu vraiment décortiquer vachement la vidéo pour essayer de comprendre comment chaque idée mène à une autre. J'ai énormément travaillé sur cette vidéo, donc si vous voulez la liker et la partager maintenant, c'est le moment de le faire parce que vraiment j'ai cru qu'elle ne verrait jamais le jour, que j'en accoucherais jamais. Charli XCX est une artiste britannique qui est née en 1992, qui fait de la musique depuis fort longtemps. Ses deux premiers albums étaient beaucoup plus mainstream que ce qu'elle peut faire maintenant. C'est vraiment son EP Vroom Vroom qui a donné le ton en matière d'hyper pop, hyper pop, beaucoup plus expérimentale, avec des sonorités assez... comment dire, étrange et âpre à l'oreille. Vroom Vroom, c'est aussi l'EP qui marque le début de sa collaboration avec Sophie, qui est une artiste et une productrice qui aujourd'hui est décédée, mais qui l'a beaucoup accompagnée dans ce tournant de sa carrière où elle a choisi en fait de devenir plus expérimentale et peut-être d'aller dans un truc beaucoup plus niche quoi. En 2017 elle sort 2 EP et en 2019 et en 2020 elle sort 2 autres albums, Charli et How I'm Feeling Now, qui est l'album qu'elle sort pendant le confinement, le premier confinement, et c'est à ce moment-là que moi j'ai raccroché le wagon et j'ai découvert Charli XCX. C'est un album qu'elle a créé totalement avec ses fans depuis chez elle à 100% puisque c'était le confinement évidemment. Donc c'est une démarche quand même hyper particulière, singulière, que je trouve hyper intéressante, et l'album est vraiment excellent. Ensuite, elle sort l'album Crash, qui est un album avec lequel j'ai eu beaucoup plus de mal, mais la critique aussi, il me semble. C'est un album qui explore un peu comme une caricature de la pop des années 80, mais même esthétiquement, visuellement, en fait, c'est beaucoup ça. Et puis maintenant, bah voilà, juin 2024, elle sort Brat, et tout le monde en parle. Alors que Charli XCX, c'est quand même une artiste assez niche à l'origine. Voilà un peu pour le contexte autour de Charli XCX. Qui est-elle? Pour ce qui est des problématiques, des thèmes, de ce que recoupe son album Brat, on y vient tout juste maintenant dans notre premier point de cette grande vidéo dans lequel on va aborder ce que c'est qu'une contre-culture et notamment une contre-culture féministe. La définition de la contre-culture, c'est hyper facile, hein. C'est tout simplement quand il y a un rejet des normes dominantes, hégémoniques de la société dans une culture, que ce soit musicale, vestimentaire, tout ce que vous voulez. Parce que oui, il existe une hégémonie culturelle dans notre société que certains et certaines artistes essayent de combattre en relayant d'autres idéaux, d'autres esthétiques, et en essayant, voilà, de bouleverser un peu l'ordre moral, esthétique et social, quoi. Tout d'abord, ce qui est intéressant, le premier truc, le plus évident, c'est évidemment la couverture de l'album. Cette espèce de couverture qui ne ressemble à rien, qui a dû coûter 2 € en post-production, avec ce fond vert, qui est un vert à la fois flashy, mais qui n'est pas un vert fluo, qui est un vert qui tire quand même un petit peu vers le vomi. C'est un vert flashy, un peu vomi, qui est un peu plus dégueu, un peu plus trash. Et c'est exactement Charli XCX qui le voulait comme cela. The fact that it is actually quite gross and unpleasant makes it very interesting because it's one of those like, oh, look away but look again type
things. It spoke to me because it was sort of like anti-trend in so many ways. Green had already been such a popular colour with, you know, I don't know, like Bottega green to literally Spotify. And so to kind of use a colour that I felt was already quite oversaturated was kind of funny to me because that's annoying in itself. Donc on a ce vert et par-dessus on a tout simplement Brat dans cette typo tellement commune, tellement basique, c'est une typo Arial, simplement un peu étirée. C'est à la fois un pied de nez à l'industrie musicale en disant je ne vais pas mettre ni ma gueule ni mon corps sur ma cover en fait. Et ça c'est un geste assumé et féministe dont Charli XCX a parlé notamment sur Twitter en disant qu'elle était fatiguée en fait de devoir toujours vendre sa musique avec son corps et qu'il y avait une grande attente notamment chez les artistes musiciennes femmes de mettre en avant leur beauté, leur physique pour vendre leur musique. Donc déjà on a une espèce de provocation, un espèce d'esprit un peu irrévérencieux là-dedans. Et je trouve que c'est aussi un peu un fuck à l'industrie musicale où aujourd'hui tout le monde pourrait avoir dans l'industrie musicale une image, une esthétique très léchée, faire appel à des directeurs artistiques, faire des clips hyper travaillés, hyper machin. Et Charli, elle a dit en fait non, je ne veux rien de tout ça. Et ça fait aussi un peu référence aux flyers des raves. Et Charli XCX a commencé en jouant à des raves quand elle était encore mineure. Ses parents l'accompagnaient et tout. Et c'est vrai que ça fait vachement partie de la culture rave, je pense, ce genre de typo avec ses couleurs un peu criardes, un peu mauvais goût et tout. Au niveau de la mode, Brat, en tant que mouvement, comme je le disais, culturel, c'est assez intéressant parce que c'est à la fois au niveau fashion très pointu et à la fois c'est le bordel total et c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que si on regarde tous les clips que Charli a sortis, mais aussi la manière dont elle se sape sur scène, si on n'est pas initié à la mode, on peut très vite ne pas comprendre et passer à côté de ce qu'elle fait parce qu'elle porte ces genres de jupes où en fait c'est plein de manches, de chemises cousues ensemble, il y a beaucoup de trucs d'asymétrie, il y a beaucoup d'éléments aussi un peu BDSM, il y a beaucoup d'associations de couleurs, de motifs, c'est très éclectique, c'est très une esthétique DIY, do it yourself en fait. Et donc on est déjà dans un paradoxe dans la mode en fait, qui est que à la fois c'est quelque chose d'accessible parce que c'est littéralement n'importe quoi et que tout le monde peut associer 50 chemises et les mettre à ses hanches, et à la fois plein de gens ne vont pas comprendre parce que c'est tellement précis, tellement pointu que beaucoup de personnes peuvent se dire qu'est-ce que c'est que ce look, c'est horrible quoi. Et là il y a déjà un peu tout le complexe Brat qui est un mouvement autant inclusif qu'excluant je trouve parce qu'il faut avoir énormément de références, notamment internet mais on y reviendra, et à la fois en fait le mouvement Brat il s'est pas forcément établi sur la consommation à l'origine parce que ça s'est beaucoup plus établi sur le lifestyle. En fait être Brat c'est quoi? C'est faire la fête, c'est voilà être très insouciant, carefree, c'est aller dans des brocantes, chiner des trucs et puis s'habiller un peu n'importe comment, un peu genre mettre des choses qui vont pas ensemble. C'est un peu s'en foutre, c'est répondre un peu, être audacieux. C'est très hédoniste comme truc, mais on y reviendra aussi. C'est aussi dû à un contexte, le contexte dans lequel Brat est né, qui est un contexte de récession. C'est la recession pop, mais il y a Jordan Teresa qui a fait une super vidéo à ce sujet et je vous la conseille. Comme d'hab, je mets toutes mes refs, et il y en a beaucoup pour cette vidéo, dans la barre d'infos. C'est un album post-Covid, l'inflation, etc. C'est un contexte où évidemment les gens sont beaucoup plus portés déjà au DIY, mais aussi à faire la fête, tout simplement. Parce que Brat s'articule autour de l'idée de on a envie de faire n'importe quoi. Craving the messiness, qui est exactement à l'opposé des tradwives, qui sont un peu, je pense, sur le pôle des féminités qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, l'extrême inverse des Brat. Tous les gens qui sont pas sur les réseaux sociaux ou pas autant addicts, vous devez me prendre pour une folle, mais je vous assure que tous ces concepts s'ancrent dans des habitus très concrets qui nous touchent vous et moi,
Et ça vaut le coup de s'y intéresser, même si on se dit elle a passé trop de temps sur internet. Qu'est-ce que c'est les tradwives? Les tradwives, c'est genre Nara Smith et toute cette clique de nanas qui se filment sur TikTok, mères à 23 ans, qui se mettent en scène en étant toujours belles, en étant dévouées, dans une forme de féminité ultra douce, ultra traditionnelle. Face à ce contexte un peu normatif, hyper difficile pour les meufs, parce que franchement, sur les réseaux sociaux, on a affaire en ce moment à un énorme bond en arrière et un espèce de retour de bâton post-MeToo où entre le couronnement des tradwives sur TikTok où vraiment elles parasitent ce réseau social, entre la copine de Michou qui se fait tacler parce qu'elle veut pas être mère à 23 ans, entre tous les comptes des mascus qui viennent nous casser les... Internet est devenu un espace quasi irrespirable pour les femmes et je parle en connaissance de cause. Je suis créatrice de contenu, je ne suis pas très connue, mais j'ai déjà été attaquée par un certain nombre de raids de militants fachos et complètement misogynes tout simplement. C'est pour ça qu'il y a un côté très relatable, je pense, à Brat, c'est que Brat repose sur un principe d'authenticité. Toutes les chansons sont quand même reliées par un espèce d'excès de confiance en soi de Charli XCX dans ses lyrics, dans un délire très égo-trip, narcissique, et en même temps qui transparaissent un mal-être profond. Pourquoi est-ce que ça touche plein de meufs aussi, je pense, le Brat Summer? Parce que c'est des problématiques hyper contemporaines, de femmes hyper contemporaines. Par exemple, pour moi, le plus parlant, c'est les paroles de Girl, So Confusing, dont le remix est avec Lorde. Parce que dans ses paroles, Charli XCX, elle parle du fait que, en tant que femme de notoriété publique et publiquement féministe, c'est très compliqué de parler d'autres femmes parce que il est attendu que toi, que tu soutiennes toutes les autres femmes, que la sororité s'applique à toutes. Or, non en fait, je ne suis pas ça avec toutes les femmes de ce monde. Il y a des femmes avec lesquelles je ne m'entends pas juste en fait. Et elle parle de cette problématique-là. T'es censée admirer, aimer, soutenir toutes les femmes et que c'est ça ton espace en fait en tant que femme féministe qui en parle beaucoup. C'est ça ton espace et t'as pas le droit de ressentir du ressentiment, peut-être même de la jalousie, des émotions qui sont ma foi tout à fait naturelles. Et il y a une autrice canadienne qui s'appelle Monica Heisey qui, dans une interview pour The Guardian, le résume parfaitement, donc je vous la cite. Elle écrit « La contradiction féminine, la façon dont on peut être une fêtarde à la 365, le track d'ouverture de l'album, tout en étant anxieuse à l'idée d'être mère. La façon dont l'amitié avec d'autres femmes puissantes peut être à la fois une source de pouvoir et d'anxiété. La façon dont une femme d'une trentaine d'années peut se sentir encore une fille à l'intérieur d'elle-même. Il s'agit de dire « j'emmerde ces contradictions, je m'amuse et je me fige d'être un peu agaçante ». Et dans le clip de 360, on ressent toutes ces contradictions complètement, notamment quand elle est sur ce tapis de course avec le verre de vin rouge qu'elle boit et qu'elle éclabousse partout sur elle. Pour moi, ça résume un peu tous les paradoxes que recouvre cet album, toutes ces subtilités. Parce que la Brat, elle fait du sport, certes, parce que, ouais, ça se trouve, elle a peur de grossir, ça se trouve, elle a envie de plaire aux gars, et en même temps, elle sait qu'elle veut pas être définie par le fait de plaire aux gars, elle sait que c'est anti-féministe, que c'est grossophobe, mais en fait, elle arrive quand même pas à passer outre, et du coup, elle sature. Parce que comment tu fais, en fait, pour résoudre tous ces conflits? Tu fais la teuf, parce que tu satures, et en fait, t'envoies tout chier. En gros, moi, je le vois un peu comme ça, le personnage de la Brat. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens dans toute sa subtilité et dans toute sa sensibilité. C'est pour ça que pour moi c'est un album qui recouvre beaucoup de mélancolie et beaucoup de tristesse aussi sur le fait que c'est impossible d'être une femme complète aujourd'hui. Tellement on a des fractions et des fissions à l'intérieur de nous-mêmes, en plein backlash post-MeToo, alors que internet est saturé de tradwife, de clean girl, de hot girl summer, de meufs qui t'apprennent à comment glow up. En fait, le fait qu'il y ait une nana comme ça qui arrive comme Charli XCX et qui pose une bombe au milieu de tout ça en disant « c'est moi, je m'en fous, c'est mes problèmes et vous allez les écouter », c'est très fort, c'est un tour de force, ça résonne énormément. Et en ce sens-là, c'est une contre-culture féministe. Elle challenge les normes que la société nous inculque sur comment est-ce qu'on devrait être femme, notamment une femme qui a 30 ans. Parce que Charli XCX a 30 ans, et je pense que c'est vraiment ce dont elle parle dans son album aussi. C'est pas une femme de 20 ans à qui on peut excuser d'être comme ça à la limite, tu vois. Elle s'amuse, elle se cherche. À 30 ans, il s'agit de se caser, de faire un gosse et d'arrêter de sortir jusqu'à 8h30 du matin
tous les week-ends quoi. Et pourtant malgré tout ça, malgré le fait que ça soit un mouvement hyper libérateur, c'est aussi une contre-culture qui est tombée dans le piège de toutes les contre-cultures depuis les années 60. Et il y a beaucoup de discussions qui ont émergé à la fin de l'été, notamment à partir du moment où Charli XCX a annoncé sa collaboration avec H&M sur le fait que les contre-cultures ne pouvaient plus exister aujourd'hui parce que tout est récupéré, que tout devient mainstream. Aussi à partir du moment où elle a soutenu publiquement Kamala Harris, ça a aussi été beaucoup décrié parce que, et c'est vrai, ça participe de la mémification de la politique, que la politique en fait récupère plein de mèmes et de trends sur les réseaux sociaux pour paraître cool et voilà, enfin c'est aussi l'agenda des politiciens de gauche quoi. En tout cas ça soulève énormément de questions sur comment est-ce qu'on investit ces contre-cultures et pourquoi est-ce qu'on a toujours envie qu'elles nous délivrent un message politique. Et pour savoir ça, il faut un peu revenir à l'origine. Et pour revenir à l'origine, il faut ouvrir un livre. Et oui, guys, ça peut nous servir. Voilà. Révolte consommée, le mythe de la contre-culture. Il a été écrit par deux philosophes qui vivent à Toronto, il me semble. Et toute l'analyse que je vais vous tirer à partir de maintenant vient de ce livre qui, franchement, et d'utilité publique parce que c'est des problématiques très très contemporaines alors qu'il est sorti il y a très longtemps, du début des années 2000 et on y est toujours quoi, on est toujours dans les mêmes problématiques. En gros, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut repartir de Debord. Debord qui a rédigé La Société du spectacle dans les années 60, si je ne m'abuse. La Société du spectacle est une critique en fait de la société contemporaine et qui est une critique qui a énormément imprégné notre société. Pas plus tard qu'il y a genre 2 semaines quand Inoxtag a sorti son docu sur l'Everest, j'ai vu un thread sur Twitter ou un post sur Insta qui a eu pas mal de résonance et qui comparait son documentaire justement à l'analyse de la société du spectacle par Debord. C'est vraiment un ressort qu'on utilise encore beaucoup dans les médias mais aussi les intellectuels d'aujourd'hui pour analyser un peu notre rapport au contenu culturel d'aujourd'hui, etc. En gros, Debord, il dit que le capitalisme a englouti toutes les expériences que nous vivons pour les transformer en marchandises et ensuite nous les revendre avec de la pub et les médias de masse. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que le capital est devenu l'image. Donc toute la société est une image, est endormie devant ce spectacle. Nous ne faisons qu'un bloc, peu importe qui a le droit de vote ou pas, qui est riche, qui est pauvre, etc. On est tous endormis. Donc en fait, c'est un peu du pareil au même. En tout cas, c'est ce que ces deux auteurs nous disent, c'est que la conséquence d'une telle analyse, c'est que c'est un petit peu nivelé tous les combats, quoi. En gros, on est tous endormis, on est tous dans le faux, on est tous complètement passifs face au capitalisme qui nous abreuve d'images et qui nous les vend par le biais de la pub et des médias, quoi. Donc il faut qu'on se réveille, quoi, tous autant qu'on soit, alors qu'en fait, on est tous différents, qu'on a des conditions de vie extrêmement différentes et que ça manque énormément de matérialisme, tout ça, quoi. Tout le principe de la société du spectacle, c'est eux qui font le rapprochement, c'est un peu le même principe que la caverne de Platon. On est dans une grotte et ce qu'on voit, c'est l'ombre d'images qui sont projetées sur le mur de cette grotte. Mais ce ne sont pas les objets en eux-mêmes. Donc on ne voit pas la vérité, on est complètement con. On voit des projections, quoi, on voit des simulacres. Il faut qu'on s'extirpe de cette caverne pour voir les vraies choses. Pour voir les vrais objets. La grande différence entre Platon et Debord, c'est que Platon, il dit que pour sortir de la caverne, on a besoin du philosophe. C'est le philosophe qui doit éveiller les consciences, les esprits, sortir les êtres humains de cette caverne. Or, Debord et les autres situationnistes, ils disent que ce dont on a besoin pour se réveiller, c'est tout simplement une espèce de petite dissonance cognitive. On a besoin d'un espèce d'électrochoc, quelque chose qui nous réveille, quiet literally. On a besoin d'une trace, d'un symbole, de quelque chose qui soit disruptif, qui rompt avec le quotidien littéralement. Et ils ont cette phrase qui explicite, qui dit « Cette dissonance cognitive peut être créée par une œuvre d'art, un acte de protestation ou même
un style vestimentaire. C'est pour ça que les contre-cultures, en fait, sont investies d'une mission politique, celle de nous réveiller, celle de réveiller l'armée de zombies devant leur spectacle, devant leur télé, etc. Il faut qu'on se rébelle, il faut qu'on se venge, il faut qu'on s'individualise et qu'on arrête d'être des moutons, quoi, en gros. À partir du moment où les contre-cultures ont investi la politique de cette manière, on a complètement perdu le militantisme traditionnel. Parce que la contre-culture, c'est administrer ce rôle dans l'histoire, hein, avec les hippies en premier, les punks, tout ce que vous voulez, de servir d'électrochoc, de réveiller les gens, de les choquer, de les sortir de l'emprise du spectacle, avec des espèces de micro-actions un peu choc, genre se raser la tête, des actes de résistance symbolique, ils appellent ça. Or, ce que nous disent Heath et Potter, et ils ont bien raison je trouve, c'est que du coup, la contre-culture s'inscrit dans un régime de subversion politique complètement symbolique. Tout ça, c'est symbolique. Ce ne sont pas des actions concrètes. Ce sont des actions plutôt idéologiques, symboliques, comme je le disais, qui vont viser un peu à choquer les gens, quoi. Mais qui ne vont jamais aider les gens à vivre mieux, en réalité. À partir de ce moment-là, comment est-ce que la contre-culture permet-elle en effet de se rebeller ? Et notamment Brat, que nous propose Brat pour se rebeller contre cette société qui nous astreint au travail 70 heures par semaine. Eh bien, c'est la fête. Se rebeller par la fête, c'est un grand motif de toutes les contre-cultures depuis toujours. Je lâche ce livre parce que je deviens insupportable. Je cite encore une fois. Selon la théorie contre-culturelle, le système ne fait régner l'ordre que par la répression de l'individu. Donc on se rend compte que dans les contre-cultures, il n'y a aucune dimension collective. On est sur l'individu. Et c'est pour ça qu'au cœur de toute contre-culture, il y a la notion fondamentale du plaisir de l'individu. Puisque l'individu est réprimé, son plaisir est un acte de rébellion. Or, c'est toute la vibe de Brat. C'est faire la fête, prendre de la drogue, coucher avec qui on veut, mal se saper si on le veut. Et ça, c'est symptomatique de toutes les contre-cultures. C'est par le plaisir et l'amusement qu'on choisit de se rebeller. On ne veut pas se rebeller en faisant des AG. Non, on veut se rebeller en faisant la teuf, parce que c'est quand même plus marrant. Et que déjà qu'on a très peu de temps pour nous, le temps qu'on a pour nous, on a envie de s'amuser. Sauf qu'il y a un gros problème dans cette dimension, c'est que déjà c'est une dimension typiquement bourgeoise. Ça occulte toute une partie de l'engagement politique, en fait, qui n'est ni drôle ni amusant. Faire partie d'une action politique collective, des fois c'est s'engueuler, c'est devoir chercher des sous partout, c'est chiant quoi, c'est chiant. Par ailleurs, Brat incarne un autre de nos grands paradoxes au XXIe siècle. On ne veut plus polluer ni acheter, et pourtant on continue de polluer et d'acheter. Problématique. Ça fait quand même longtemps maintenant qu'on critique la société de consommation, qu'on ne veut plus acheter autant, qu'on sait combien c'est mauvais, etc. Et pourtant on continue d'acheter, et pourtant le marché continue de s'adapter à nos désirs en nous vendant des produits green, des produits un petit peu moins dégueux que les autres, mais on n'a pas fondamentalement changé notre manière de consommer en fait. Eux, ils disent, c'est assez fort je trouve, que la critique de la consommation participe à la société de consommation en réalité. C'est un moteur de la société de consommation. Parce qu'on a l'habitude d'assimiler la société de consommation au conformisme. C'est-à-dire aux foules de personnes qui attendent devant les magasins Apple que le nouveau modèle sorte, aux foules de personnes qui attendent que les portes des magasins s'ouvrent un jour de Black Friday. Pour nous, la société de consommation dans notre imaginaire commun, c'est ça, ce sont ces grandes foules qui sont des moutons. On pense que c'est des moutons qui veulent se conformer. Or, c'est totalement une erreur de jugement. Selon Heath et Potter, en vérité, depuis 20 ans, depuis qu'ils ont écrit ce truc, c'est au contraire le désir de distinction qui est le moteur de la consommation des individus. Ce n'est pas pour ressembler aux autres, mais pour se distinguer qu'on consomme. Si on voulait être comme les autres, une fois qu'on achetait le Levi's 501 que tout le monde a, ou le sac à dos Eastpak quand on était ado que tout le monde a aussi, notre désir serait comblé. On n'aurait pas besoin de retourner au magasin la semaine d'après.
Non, on continue de retourner au magasin et vouloir s'acheter un autre jean et un autre sac parce qu'on veut toujours être plus cool, être plus différent. Et ça, c'est une grande erreur de jugement de notre part. On pense toujours que consommation égale conformisme, alors que consommation égale distinction, désir de distinction. Désir de distinction alimenté par les contre-cultures, alimenté par Bratt. Ce qu'il nous raconte, c'est que la rébellion contre-culturelle est une source de consommation. Et même si je disais au début de cette vidéo que Bratt ne s'est pas construit sur la même modalité de consommation que par exemple les tradwives ou les clean girls, ou même que le Barbie Summer. L'été dernier, on n'était pas dans un Bratt Summer, on était dans un Barbie Summer, où il y avait eu des collabs avec tellement de marques et tout. En réalité, Bratt est aussi constitué de codes, notamment esthétiques, que les gens vont évidemment acquérir parce que bah voilà, il y a une manière, c'est une musique, c'est une manière de saper, c'est une manière de parler. Bratt, c'est une manière de parler, c'est du franglish sans cesse. Et évidemment, tout ça, bah ça se lie aussi avec des objets, malgré tout. Même si c'est pas la contre-culture qui met le plus l'emphase sur des vêtements précis, sur le merch de Charli XCX par exemple ou autre, c'est une contre-culture qui est aussi faite d'objets, de vêtements et de choses qui s'achètent quoi. Eux ils disent qu'une contre-culture elle ne peut durer que tant qu'elle est underground, c'est-à-dire tant que tout le monde ne l'a pas encore comprise ni assimilée. Une fois que tout le monde l'a comprise et assimilée, comme d'ailleurs ça commence à être le cas avec Bratt, et ben c'est plus une contre-culture, ça se dissout quoi. C'est à ce moment-là qu'une autre contre-culture doit émerger pour proposer quelque chose de plus pointu, de plus nouveau, de plus choquant, plus provoquant, plus étonnant tout du moins. Et c'est pour ça que selon Heath et Potter, je cite, la révolte contre-culturelle est donc devenue l'un des principaux piliers de la consommation concurrentielle. Qu'est-ce que c'est que la consommation concurrentielle? C'est la consommation pour se différencier de son voisin, tout simplement. Or, comment est-ce qu'on se différencie aujourd'hui? En étant cool, pardi! Le cool est l'un des principaux moteurs de l'économie moderne, au point de devenir l'idéologie centrale du consumérisme. Le cool, c'est ce qui nous fait acheter. Donc le cool est une forme de distinction. Et c'est notamment une forme de distinction dont recourt également la rébellion contre-culturelle. Et notamment Bratt, parce que Bratt, c'est beaucoup plus cool de faire la teuf et d'être un peu mal sapé, démaquillé, etc., que d'être une tradwife qui fait des recettes de pâtisserie à longueur de journée. En fait, la personne cool, c'est l'anticonformisme par excellence. C'est un libre penseur, quoi. Quelqu'un de cool, c'est quelqu'un de très dégagé, quelqu'un d'autonome, qui est différent. Quelque chose en plus, en fait. C'est pour ça que le cool a toujours également une vocation politique qui est celle de libérer l'individu de la société de masse, du conformisme. Mais donc le cool aujourd'hui est devenu, et a même quasiment remplacé le statut. En fait, ils nous disent que idéologiquement, les valeurs du cool sont encore plus en phase avec le capitalisme que celles de la bourgeoisie. Parce que les valeurs du cool, c'est l'individualité, la créativité, l'ouverture d'esprit, l'esprit d'initiative, l'entrepreneuriat, etc. Et toutes ces valeurs-là, elles s'accordent beaucoup plus à un monde où l'argent se gagne et se perd en un claquement de doigts, et où les affaires bougent très vite que les valeurs très traditionnelles de la bourgeoisie, qui sont beaucoup plus rigides et beaucoup plus stagnantes en fait. Et ça se révèle aussi dans le travail. C'est directeur artistique, bosser dans une start-up, etc. C'est le Graal de l'économie moderne. Bosser dans un open space où il y a un truc de billard au milieu et des canapés pouf ou des petites bulles pour aller faire une sieste. En fait, c'est un petit peu ça l'idée quoi. C'est des emplois où on peut se fringuer comme on veut, on peut tutoyer nos managers, nos collègues, nos patrons, on peut même choisir nos horaires, travailler de chez nous. C'est pour ça que le cool est partout. C'est pour ça que pour qu'une contre-culture soit vraiment effective, il faut qu'elle soit cool. Et Bratt est éminemment cool jusqu'à ce qu'il devienne trop mainstream et qu'il ne soit plus. Et là, on est, comme je le disais, je pense, presque sur la ligne sur le fil, quoi, à ce que Bratt ne soit plus. Encore une fois, pensez bien que je ne parle pas de l'album, mais du phénomène de société, de cette espèce de petite contre-culture qui est née
en résonance vis-à-vis de l'album de Charli XCX. Donc tout ça est assez déprimant parce que tout ça nous fait nous rendre compte qu'on est encore toujours très naïf quant au rôle des contre-cultures dans notre vie et dans notre société. On a toujours, comme dans les années 60, comme quand les parents de nos parents étaient presque hippies. Attendez. Non, peut-être nos parents étaient-ils hippies? Petit changement de batterie. Et on est toujours prisonnier en fait de cette manière dont on voudrait investir les contre-cultures. Sauf que les contre-cultures, vu qu'elles s'appuient, comme je l'ai dit, sur un espèce d'hédonisme décomplexé et complètement individualiste, mais aussi qu'elles renforcent et s'appuient sur le cool et le capitalisme, les contre-cultures, elles n'ont rien de révolutionnaire. Toutefois, vu que je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, je trouve qu'il y a quelque chose dans Brat qui diffère un peu de toutes les autres contre-cultures qu'on a déjà pu voir et vivre. Brat, c'est beaucoup passé sur internet. En fait, ils ont quand même un point assez intéressant, mais qui montre pour moi que c'est un peu des boomers. Dans leur introduction, justement, ils parlent du fait qu'aujourd'hui, avec internet, tout ça a beaucoup changé et que la culture dite underground se passe maintenant sur les réseaux sociaux, quoi. Et que du coup, je cite, elle est devenue complètement invisible pour ceux qui en sont absents. Et ça, je suis assez d'accord. Par exemple, si on parle de Brat, de ce que ça veut dire, des implications un peu culturelles et tout, de ce mouvement, à des gens qui sont pas sur internet, je suis pas sûre qu'ils saisissent. Tout se passe sur internet. C'est un petit groupe d'initiés qui s'est déjà identifié, qui se reconnaît et qui s'amuse à débattre sur un sujet qui ne sort jamais de ce vase clos. Eux disent que du coup le problème de ces cultures underground qui se développent sur internet, c'est qu'elles commencent à vraiment faire parler d'elles qu'à partir du moment où un politique fait de la récupération. Et c'est vrai, Kamala Harris notamment par exemple. Ce qu'ils disent aussi, c'est que le fait que les contre-cultures se propage maintenant via les réseaux sociaux, ça rend la contre-culture encore plus performative que ce qu'elle n'était avant. Repartager des stories sur la Palestine ou le procès Mazan, qui quelque part nous conforte moralement sur qui on est, et qui nous éloigne quand même toujours un peu plus de l'action politique concrète, démocratique. Et ça, bon, ils le disent, mais moi je trouve ça très discutable, et c'est pour ça que j'avais envie de finir cette vidéo en parlant de ça, parce que vous et moi sommes sur internet depuis bien longtemps, et j'ai un avis très nuancé sur cette question. Moi je pense que c'est performatif, certes, mais pas que, il y a aussi une incidence dans la vraie vie. Par exemple les cagnottes, partager des cagnottes de familles palestiniennes, bah ça a une vraie incidence sur le devenir de ces individus-là. On peut les sortir d'affaires, quoi. Après, c'est pas du tout une réponse politique, démocratique et collective, hein. On fait le travail que les États ne veulent pas faire, ce qui est extrêmement problématique à plein d'égards aussi. Mais c'est une manière de contribuer à un effort politique quand même, je trouve. Et en fait, je pense que eux ne comprennent pas un truc qui est très Gen Z, hein, parce que juste c'est des vieux, qui est que pour beaucoup de personnes, Internet est aussi une manière, enfin, pas un refuge parce que c'est un endroit hyper violent, comme je le disais, c'est quand même un endroit où tu reconnais tes pairs. Et quand ils disent oui, bah du coup les cultures underground, elles ne parlent que à ceux qui se reconnaissent sur les réseaux sociaux. Oui, mais dans la vraie vie aussi. Les cultures underground, je veux dire, quand t'es gothique, tes amis sont gothiques. Enfin, je veux dire, le monde entier n'est pas gothique, tu vois. Donc sur les réseaux sociaux aussi, évidemment, c'est communautaire. Mais une contre-culture, ça a toujours été communautaire et pas seulement depuis qu'on est sur internet. Donc je trouve que c'est quand même très discutable. Évidemment, je fais des vidéos, donc j'en suis convaincue, mais je trouve qu'on tisse des liens parasociaux qui sont très forts, et surtout qu'on peut changer le monde par internet. Moi je sais que j'ai tout appris de la mode sur internet quand j'étais ado, que j'ai tellement découvert plein de trucs, et puis j'ai appris des trucs horribles aussi. Je suis tombée sur des choses horribles sur internet, comme tout le monde, comme tous les ados, comme tous les jeunes adultes qui sont nés avec internet, quoi. Et Charli XCX, elle fait totalement partie de ça. Charli XCX, elle est là pour les tweetos. Elle a commencé sur MySpace, sa communauté aussi, enfin, elle fait complètement partie de la culture du trolling et du mème. D'ailleurs, dans le clip de 360, elle a invité toutes les icônes d'internet. Emma Chamberlain, Chloé Sevigné, Gabrielle Julia Fox. C'est une niche qui est hyper engagée sur internet. Et c'est pour ça que on a eu l'impression que Brat a été un phénomène hyper répandu et hyper massif. Alors qu'en vrai, je pense pas tant que ça. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, cette culture internet,
elle échappe à une culture de la consommation traditionnelle. Enfin, moi j'y crois quoi, je pense que sur internet on peut changer les choses et que on peut pas faire l'impasse là-dessus et qu'au contraire internet, et c'est peut-être la porte sortie de Brat en fait, c'est peut-être ce qui distingue Brat de l'échec de toutes les autres contre-cultures, c'est le fait que Brat c'est accessible en 2 clics, tu peux comprendre et vibrer avec des gens sur cet album, mais aussi sur toutes les problématiques que recoupe Brat en surfant sur internet. Je sais pas quel est votre avis sur la question. Je suis très curieuse, écrivez-moi en commentaire. En conclusion, je pense que toute cette analyse que j'ai détricotée et qui s'éloigne un peu de Brat purement, elle sert à dire que on a toujours vu depuis les années 60 les contre-cultures comme un acte de résistance à la culture hégémonique, comme quelque chose qui allait fondamentalement changer les normes. Or, ce que nous apprennent Joseph Heath et Andrew Potter, c'est que c'est une illusion. Ils nous disent, et cette phrase est hyper intéressante, les choix de vie personnelle sont importants, mais beaucoup moins que les questions politiques traditionnelles, comme le fait de savoir qui est aux commandes de l'État. À vouloir trop radicalement changer la conscience des gens, les éveiller, etc., la politique contre-culturelle, comme Brat, en oublie de mener des combats de front, avec des mesures concrètes pour améliorer la vie des gens en fait. On peut pas vouloir sans cesse atomiser la conscience des gens. Il faut apporter des solutions viables aux gens, il faut apporter des solutions concrètes, des mesures, des aides sociales, des mesures législatives, des politiques de terrain, etc. Et sans tout ça, la politique contre-culturelle ne sert à rien et n'est que du vent. Et d'ailleurs, la politique contre-culturelle est vachement sur un terrain glissant à ce niveau-là parce qu'en fait, à force de nous vendre une libération individuelle, elle nous donne juste des outils pour nous vautrer dans l'individualisme, dans le capitalisme. N'oublions pas le collectif, c'est peut-être le message de cette vidéo. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, comme je vous le disais, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, c'est hyper important. C'est ce qui fait que mon travail est vu. Je vous dis à très vite, rejoignez-moi sur TikTok, sur Insta, etc. Et puis à plus, bonne journée, bonne soirée.